peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Moi, c'est Aubin. Je suis l'hôte de cette émission psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné d'un expert vachement qualitatif. Je ne dis pas assez d'ailleurs. Je ne dis pas que tu es un expert super qualitatif, mais de vous abonner à la chaîne YouTube Aubin Azéguera, à liker, à partager, histoire de nous donner de la force. C'est réellement ce qui nous permet de nous souvenir et de produire ce type de contenu. Mention spéciale parce que ce deuxième épisode du podcast, de la saison 4 du podcast, est en live avec un public et on peut vous entendre applaudir, les amis. Cette semaine, on va parler du rapport à nos écrans, de tout ce qui est un smartphone, etc., etc. Je veux quand même vous amener à être un petit peu indulgent. Il s'agit d'un expert, et moi je ne suis pas vraiment. Et donc du coup, sachez simplement qu'on a 1 heure d'émission. On aura l'occasion de sans doute qu'effleurer le sujet. Mais ce qui nous amène à au deuxième point, qui est que vous pourrez poser des questions à Jory durant l'émission. Il y a des QR codes qui sont disposés un petit peu dans le public. Ce sera l'occasion d'un peu interagir avec vous et je m'en réjouis. Jory, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien, merci de l'invitation. C'est avec grand plaisir. J'ai préparé une petite introduction pour un peu t'annoncer au public. Je ne sais pas si tu es prêt. Il est docteur en psychologie, psychologue clinicien, psychothérapeute et neuropsychologue, diplômé d'un master à l'UCL Louvain en 2011, avant d'entamer une thèse doctorale dans la problématique de l'usage des écrans et l'addiction aux jeux vidéo. Jory ne s'arrête pas là. Féru des études, il plonge dans une formation en psychothérapie centrée sur la personne de 4 ans et occupe actuellement le poste de coordinateur de la cellule recherche et publication scientifique du Beau-Vallon. C'est une institution spécialisée en soins de santé mentale. À ce stade, ce CV parle de lui-même. Jory est un calibre dans son domaine. Et à l'inverse, dans sa pratique, il se distingue par son côté abordable et sympathique. Il accueille sans jugement, en toute bienveillance. Et ça se ressent. On ne pouvait pas rêver mieux pour le second épisode du podcast. Mesdames et messieurs, voici Jory Deleuze. J'ai envie de te poser une première question avant qu'on dive deep dans le sujet du podcast. C'est quoi ton jeu vidéo préféré du coup ? Je crois que à chaque fois je réfléchis, mais c'est finalement ce même que je reviens, c'est Red Dead Redemption 2. Je sais pas si ça parle. Un gros jeu, un long jeu de western notamment, assez complexe, complet et très dense. Et pourquoi c'est ton jeu préféré ? Pour tout ce qu'ils proposent, pour à la fois cette volonté qu'ils ont eue de plonger à fond dans le contemplatif. On ne doit pas être dans le speed, on ne doit pas être dans la recherche constante de l'objectif suivant, d'avancer, de performer. Il y a vraiment ce côté de prendre le temps de se balader, découvrir la tonne de détails dans laquelle ils ont pensé dans le jeu. La quête en elle-même, l'histoire principale, parle de cow-boy à l'époque, mais ça parle aussi de notre monde à nous. Il y a des gros parallèles, il y a une bonne métaphore qui peut être faite sur le monde qui change, que eux sont en train de vivre et qui en même temps est ce que nous vivons actuellement. Enfin, il est assez complexe, mine de rien. Ça m'a bien marqué. Est-ce que je pense que c'est par les mêmes développeurs que GTA, ou c'est moi qui le sais? C'est cool. Parce que mon frère l'a saigné et je l'ai vu contre-jouer à ce jeu. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier de psychologue? Je crois qu'à la toute base, c'était... il y avait un peu ce côté, je ne vais pas dire faute de mieux, c'est quand même une très mauvaise façon d'amener les choses, mais il y avait toujours eu cet intérêt, cette curiosité un peu de creuser sur ce qu'est l'humain, comment il fonctionne. J'avais eu en secondaire une prof qui donnait cours de psycho, en plus de donner cours de français, et j'avais adoré avant de me rendre compte que c'était de la psychanalyse. J'ai évité de donner mes opinions là-dessus, mais on s'est rendu compte en commençant la psycho, je me suis rendu compte que c'était clairement pas du tout la même chose.
et finalement, ok, j'ai délaissé le côté psychanalytique pour aller plus vers la psycho, enfin plutôt la neuropsycho, parce que j'étais assez peu fan durant mes études des cours que j'ai pu recevoir en dehors de la neuropsy. Et puis entre-temps, j'ai eu l'opportunité de revenir vers la clinique via l'approche centrée sur la personne qui a démarré après que je sois parti. Et là, j'ai trouvé ce qui m'avait manqué durant toutes les études, ce qui m'avait intéressé, mais que je n'ai pas retrouvé durant les études. Et enfin, je l'ai trouvé par après. Okay. Ce côté beaucoup plus au même niveau que la personne, le non-jugement, le non-côté expert, qui est bonjour, moi je sais mieux que vous, je vais vous dire comment faire. Il y avait moins ce côté-là qui m'intéressait, du coup là-dedans. Ouais. Parce que du coup, c'est cette prof qui t'a marqué durant le secondaire où tu t'es dit, tiens, quoi, c'est sa manière de donner cours, d'être à l'écoute, d'être bienveillant, c'est quoi qui t'a frappé C'est plutôt le côté creuser l'humain. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, c'était un peu fou à l'époque. Alors, quand on est en 5e, 6e secondaire, quand on demande ce qu'on veut faire après, je faisais partie de ceux qui disaient je sais pas. J'étais allé voir le PMS de l'époque qui m'avait dit après des tests que rien ne m'intéressait. C'est toujours très valorisant de se dire bon, super. Et après une année perdue à faire journalisme à Namur, je me suis dit bon, quitte à devoir changer, autant revenir vers ce qui m'intriguait à l'époque et j'étais à Louvain la Neuve et tantôt. Ces études ont fait sens pour toi dès le début, quoi? Dans le final, dans ce que ça me permettrait de faire après coup, oui, mais dans la manière d'amener, je crois que je suis tombé, enfin la critique du système en direct par après, mais je crois que je suis tombé en plein pendant la transition de Bologne, où ils étaient un peu perdus sur la manière de donner cours avant, maintenant, il y a des anciens profs qui partaient, qui cédaient la place à des nouveaux, ça se partageait des cours sans vraiment trop savoir où ça allait, je pense, à l'époque. Donc j'ai pas trop aimé durant tout le long, je dois avouer. Même si je voyais le sens au final, mais c'était pas ultra porteur, ça touchait pas une corde sensible importante à l'époque. Okay. Qui après s'est révélé. Mais toute ma frustration durant ces 5 ans a trouvé quelque chose quand j'ai entendu parler de cette formation psychothérapie qui s'est ouverte par après. Et t'es courageux, quoi, t'as persévéré, parce que t'as fini au bout de ces 5 ans, tu t'es dit vas-y, j'en ai pas eu assez, je vais faire un doctorat. Ouais. Et en plus, j'ai même fait encore une année intermédiaire, c'était plutôt pour échapper au chômage, parce que ça c'est quand même assez pénible à supporter. Donc j'ai fait une année de plus pour me former en recherche, que j'avais complètement délaissé durant le master. Et comme ça, quand j'ai pu démarrer le doctorat, j'avais un certain bagage pour aller jusqu'au bout. D'ailleurs, un choix de doctorat assez... je ne sais pas si du coup tu as entamé un peu ta thèse en 2013. À ce moment-là, les jeux vidéo existaient quand même depuis un certain temps. Oui, depuis 56. Ouais, en plus. Mais c'est quand même un choix, j'ai l'impression, un choix de thèse un peu atypique. Surtout qu'à l'époque, la manière dont ça s'est amené, c'est parce qu'il y avait mon ancien promoteur de mémoire, Alexandre Jeune, je ne sais pas si il commence doucement à faire parler de lui sur des thèmes notamment d'éco-anxiété, l'anxiété tout court. Il avait apprécié mon mémoire et il a attendu il a profité de l'arrivée d'un nouveau prof à l'UCL, Joël Bilieu, qui depuis est parti, dans son pays d'origine, il n'est pas mort. Il a profité pour lui donner mon mémoire et dit tiens, il a l'air bien lui. Puis quand il m'a dit je lui ai passé ton mémoire, il était intéressé, je l'ai croisé. Et il a dit qu'il voulait travailler sur l'impulsivité au travers de différents comportements addictifs. J'ai attendu qu'il ait le financement, le doctorat a commencé, et puis après un an, quand il a vu que j'avais plus creusé la partie jeux vidéo que les autres addictions, on a fait ok, on inverse le thème de la thèse, on va faire le jeu vidéo et les différents facteurs qui peuvent être impliqués dans les comportements excessifs liés au jeu. Ok. Si tu devais résumer les conclusions de tes recherches, ou en 4 ans, c'est un exercice difficile, mais admettons que je sois un enfant de 5 ans et que tu dois un petit peu expliquer ta thèse. Comment tu... Je ne sais pas si l'enfant de 5 ans comprendrait, mais si je résumais vraiment, ce serait est-ce que ce que le DSM-5, donc qui permet d'identifier les maladies mentales, est-ce que ce que ce livre propose pour identifier une addiction aux jeux vidéo permet vraiment d'identifier une addiction? Réponse non. Et si on voulait aller vers plus de détails, il faut arriver à identifier ce que c'est une passion d'une addiction, puisqu'on constate que les joueurs qui ont une grosse utilisation des jeux, qu'on pourrait qualifier comme addicts, on constate que ces gens-là ne sont pas du tout, en fait, pas nécessairement en tout cas, joueurs problématiques et que ça vaut le coup d'aller au-delà, de ne pas se limiter juste à « ah, il fait 30 heures par semaine, il est tout le temps sur ses écrans, d'office ça pose problème ». Non, il faut aller creuser derrière plus loin. Pourquoi il est là-dessus? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quoi le contenu? C'est quoi éventuellement ce qui est comblé? S'il y avait vraiment un usage avec une certaine perte de contrôle. Mais en tout cas, le DSM-5 ne permet pas du tout d'identifier quelque chose qui relèverait d'une pathologie. Okay.
On va avoir l'occasion de parler justement des jeux vidéo et du lien avec les écrans. Parce que le sujet du jour, c'est du coup le rapport aux écrans, tout ce qui concerne les addictions aux écrans. Je sais que tu aimes bien le terme addiction, on va en parler. Mais avant, c'est le moment d'interagir un peu avec vous, cher public. J'ai envie de vous poser une petite question. C'est quoi votre temps d'écran moyen? Normalement, vous avez, comme on a dit, des QR codes à votre disposition. Essayez de checker. Vous avez d'office sur votre smartphone un petit onglet dans vos réglages qui est censé vous indiquer le temps d'écran. Je vois déjà des mous qui se font sur le nombre d'heures que vous passez par jour devant vos écrans. Et pendant ce temps, je vais regarder un petit peu le résultat. Et je vais en même temps définir d'ailleurs ce que c'est que la dépendance aux écrans. Elle a été définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un usage excessif et compulsif des dispositifs numériques tels que smartphones, ordinateurs, tablettes et jeux vidéo, qui entraînent une perte de contrôle et affectent la vie quotidienne, la santé mentale et les relations sociales de l'individu. Elle peut se manifester par un besoin constant d'interagir avec les écrans, une difficulté à s'en détacher et des symptômes de manque en cas d'interruption. Alors, quelques petites réponses. Pour l'instant, j'en ai reçu quelques-unes. Il y a des 13 heures, j'imagine que c'est pas par jour, c'est par semaine en moyenne. Sinon, il y a 5 heures. 5 heures par jour, 4h30, 3h30, 7 heures d'écran d'ordi, 1h30 de série. C'est précis ça, c'est fou, attends, je savais pas que vous pouvez avoir des données comme ça. 5 heures par jour, 7 heures par jour, 3 heures par jour, 9 heures par jour. Attends, mais à ce moment-là, on travaille avec les écrans, c'est avec son smartphone. 3 heures, 6 heures, donc on a quand même... On est d'office au-dessus de 3 heures. Il y a peu de personnes en dessous de 3 heures d'écran. Ce qui est une bonne fourchette, puisque les statistiques aujourd'hui, en Belgique, en 2022, les jeunes âgés de 15 à 24 ans passaient en moyenne plus de 3 heures par jour sur leurs écrans en dehors des périodes de travail ou d'études. Sachez-le. Donc en dehors du moment où vous êtes au travail, etc., c'est déjà 3 heures. Et ça corrobore un petit peu avec les résultats du jour, parce que entre 6 et 7 heures, entre 6 et 7 heures par jour, j'aime trop ça, n'essayez pas de m'arrêter. Un bon prône d'un public. Ce chiffre atteint jusqu'à 5 heures par jour pour les adolescents et jeunes adultes en France et au Québec, donc finalement on s'en sort assez bien en Belgique. La répartition, juste pour info, de ces activités, après je te donne la parole, c'est que la majorité de ce temps est consacrée aux réseaux sociaux, Insta, TikTok, Snapchat, ou au streaming, donc YouTube, Netflix, mais également aux jeux en ligne. Hein, donc ça fait sens par rapport à ton doc. Oui, j'ai quelques chiffres un petit peu intéressants, si vous voulez, d'autres études qui sont un peu marrantes. Il y a une étude en 2017 qui s'appelle de la Royal Society for Public Health. On a vu mon accent quoi. Oui. Qui a évalué les effets des réseaux sociaux et qui a constaté, ils ont conclu qu'on ressort moins heureux d'Instagram qu'en y entrant. Donc en fait, on est plus heureux lorsqu'on ouvre cette appli pour aller checker ce réseau social. Ce réseau social, en fait, on scrolle et en fait, une fois qu'on sort de cette app, on est beaucoup moins heureux. Une autre étude a montré qu'on déverrouillait notre smartphone plus de 100 fois par jour et on le touche environ 2617 fois par jour. C'est énorme. C'est énorme. Jory, c'est quoi ton rapport aux écrans, justement? Assez varié d'un écran à l'autre. Téléphone assez peu pour le coup. Je fais partie de la catégorie des geeks qui sont plutôt sur ordinateur et si je suis devant une télé c'est pour séries et films. Donc la télé tout court c'est fini depuis longtemps. Mais après c'est vrai que les écrans c'est bien compliqué parce que même si on prend j'ai les liseuses par exemple, c'est un écran, en même temps on lit un livre donc j'ai d'office, je crois qu'il y a fait une demi-heure où j'étais un écran sous les yeux en semaine normale. Déjà avec le boulot, genre je fais partie de ceux qui sont minimum 7 heures par jour, mais plus que sur un écran pour le boulot. Donc il est assez intense, mais j'arrive très facilement à les connecter pour le coup.
Ouais. Je suis pas dans le genre, ça fait 2 heures, ça fait une matinée que je suis plus dessus, vite il m'en faut, donc ça c'est aucun souci. Et quand tu dis que tu peux déconnecter, c'est dans quelle mesure tu peux vraiment te... Bon, si je vais marcher, si je retrouve la famille, si j'ai décidé qu'un jour j'allais faire uniquement que de lecture sur vrai livre, enfin, il n'y a pas ce côté acharné, il n'y a pas le fameux fear of missing out, ouais, accent FOMO, aussi. là. Ouais, le fameux FOMO, je suis pas dans ce genre de truc. Même dans le doctorat, le fait de bosser avant tout avec des joueurs de jeux vidéo en ligne, je me disais, je vais voir ce que c'est, sinon qui peut toucher à ça, j'ai jamais touché, ça m'a même limite rebuté, je suis jamais retourné sur ce genre de jeu, donc ouais. J'y suis beaucoup, mais en même temps, paradoxalement, pas tant que ça. C'est assez paradoxal. Est-ce que tu peux m'expliquer le principe neuropsychologique derrière la dépendance aux écrans? De nouveau, comme si j'étais un enfant de 5 ans. C'est une dure question, je t'affiche. C'est pas tant qu'elle est dure, c'est surtout qu'on n'en sait toujours rien, en fait. Il y a eu pas mal d'études, notamment des études chinoises. J'ai pas vu si en fait il y avait eu d'autres chercheurs qui faisaient beaucoup de comparatifs en disant que les circuits cérébraux qui étaient mêlés à ce qu'ils appellent l'addiction aux écrans, aux jeux vidéo, étaient les mêmes que dans d'autres addictions. Le problème, c'est que toutes ces études-là ne sont jamais parties d'une base commune. Il n'y a pas de consensus pour dire à partir de quand est-ce que ce qu'on mesure là est une addiction à ceci ou à ça. Les termes changent, la manière de mesurer change. Parfois, ils parlent juste du principe de dire si quelqu'un depuis X heures par semaine, c'est qu'il est addict. Donc, ils ont comparé plein de circuits entre eux, sur base de plein de gens recrutés, sur base trop différentes pour vraiment arriver à une vraie conclusion. Surtout qu'en plus, on se dit aussi, mais est-ce que vraiment ils analysent des circuits où on voit que le cerveau est content, enfin je simplifie vraiment le truc, est-ce que c'est tous les circuits impliqués dans le fait d'avoir une stimulation chouette, d'être simplement en train d'exister, ou est-ce que c'est vraiment lié à une vraie addiction? Parce qu'à ce niveau-là, dans la recherche, comme je dis, il n'y a pas encore beaucoup de consensus, mais ça va de plus en plus vers la direction où il n'y aurait pas d'addiction en soi. Okay. Quand même, on préfère parler d'utilisation problématique ou d'usage excessif. Mais actuellement, j'ai pas encore vu quelque chose qui va vers une direction assez claire. Là où éventuellement il creusait un peu plus vers quelque chose de valable, mais là aussi on a un doute sur la véritable finalité, la conclusion, c'est la fameuse histoire des lumières bleues qui empêcheraient de dormir. Même là, il y en a qui disent, bah oui, au niveau, alors j'ai perdu les éléments, donc le neuropsy que j'étais est bien mal barré là-dessus, mais pour tout ce que ça déclenche ou m'empêche de déclencher pour le processus d'endormissement, il y a le camp qui dit oui, c'est de la lumière bleue comme si on était en pleine journée, donc on sait pas s'endormir, et l'autre camp qui dit bah non, en fait c'est juste que vous êtes sur un écran en train de vous stimuler. Si c'est du TikTok, de l'Instagram ou autre, toutes les 10-15 secondes on relance une nouvelle vidéo, donc un nouvel intérêt. On n'est pas en train de tout doucement aller vers un endormissement, on relance tout le temps l'attention. C'est encore différent par exemple de regarder un film ou même de jouer, on est sur le même contenu, au bout d'un moment on peut s'endormir quand même devant un écran. Sur ce niveau-là, je pense que tout le monde s'est déjà endormi devant la télé, alors que les gars, autant un peu devant un ordinateur, et pourtant on a un écran sous les yeux. Donc il y a pour le moment ce débat-là qui est est-ce que c'est vraiment le type de lumière ou est-ce que c'est juste la relance constante de stimulation, qui est pareil quand on lit un livre ultra intéressant. C'est hyper intéressant, en tout cas la question de l'addiction, de la dépendance, en tout cas quand je me suis mis à lire pas mal sur le sujet, à se poser des questions un peu dessus. Mais tu parlais tantôt de lumière bleue, de nouveau, et je pense qu'il y a plein de gens parmi le public qui se disent mais attends, c'est quoi cette affaire de lumière bleue Qu'est-ce que tu as à nous dire de ça? Pas grand chose, puisque ça fait longtemps que j'ai un peu délaissé ce sujet-là, parce que je me suis dit pour moi, là c'est vraiment pas le chercheur qui parle, c'est l'humain que je suis, c'est très prétentieux, c'est bizarre de dire ça, j'ai pas vraiment d'intérêt sur ce sujet-là, je veux dire, mais tout ce que j'en avais vu, c'est ce côté où il y a différents, je crois que c'est au niveau des spectres de la lumière, il y en a un peu plus bleu qui donne l'impression au cerveau qu'on est en pleine journée, et il me garde éveillé, c'est simplement ça, cette théorie-là qui va dans le sens de ou couper les écrans, ou passer en filtre, je sais plus comment il s'appelle, mais tous les écrans de téléphone ou de tablette ont un filtre qui passe sur une lumière un peu plus orangée. Je sais que le principe derrière les écrans et le système de récompense assez basique, c'est que ça libère de la dopamine, qui est un neurotransmetteur, qui nous pousse à passer plein de temps sur les écrans. Et ça, c'est la base de l'explication. Et en fait, ce qui fait que lorsqu'on scrolle de manière infinie sur les écrans, en fait, c'est ce système-là qui est stimulé, engagé dans
dans nos cerveaux. Et il y a quelques psy ou neuropsy dans le public, je sais qu'ils vont m'arrêter et me dire mais non, tu as super mal expliqué, mais plus ou moins ça. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit suite, enfin en tout cas en recherchant un petit peu sur le sujet. Il y a des études qui montrent que les jeunes passent beaucoup plus que 3 heures, en moyenne 3 heures, mais ça peut être beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et une étude qui m'a marqué, qui disait qu'en 2003, les jeunes de 18 ans passaient 2h30 avec de leur temps par jour avec leurs amis. Et qu'aujourd'hui on est passé à 40 minutes par jour. En vrai, tu veux dire? Ouais, en vrai. Ça m'a un peu percuté parce que je me suis dit que ça fait vraiment lien avec le secteur dans lequel je travaille. Tu es très familier avec le secteur des AMO, avec l'aide à la jeunesse en milieu ouvert. C'est marrant, il y a des collègues qui travaillent aussi sur ça. Et ce qu'on a remarqué en dressant un diagnostic social dans notre institution, c'est que, en fait, bien qu'il y ait une connectivité des gens qui est énorme par rapport à il y a 20 ans, il y a un sentiment d'isolement qui est colossal qui habite qui est auprès de la jeunesse, quoi. Le nombre de gens qui passent un temps fou sur leurs écrans et qui arrivent chez nous, qui ont entre 15 et 20 ans, ou même un peu plus jeunes, et qui nous disent mais oui, je ne vois personne, je me sens complètement isolé. Je trouve ça presque un peu paradoxal. Comment t'expliques ça un peu? Pour le coup, il y a vraiment un mélange. Déjà, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a très très peu d'explications. En tout cas, peut-être j'ai mal cherché, mais même au niveau de la recherche, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Ça va tellement vite, l'évolution de ce genre de pratique et d'observation, de manière d'être dans la société, que parfois, rien que pour un projet, rien que pour une étude, entre l'observation d'un souci, la méthodologie, le déploiement, l'analyse et tout ça, il y a au moins 5 ans. Et comme on voit que l'augmentation, l'explosion de l'utilisation des réseaux sociaux, elle a bien éclaté avec le Covid, ça fait toujours moins de 5 ans. Donc on a encore, si des études s'intéressent à ça, elles vont peut-être à peine arriver s'il y en a. Mais c'est vrai que aussi, en travaillant en hôpital psychiatrique comme Nouveau-Vallon, où il y a un service avec des jeunes, on constate aussi qu'il y a ce côté, le paradoxe entre l'isolement et l'hyperconnectivité, où paradoxalement ils sont bien connectés. Mais j'aurais tendance à me dire qu'on ne parle peut-être pas des mêmes personnes en même temps, parce que j'ai l'impression que ceux qui sont isolés sont vraiment isolés, et ils sont sur des réseaux plutôt pour s'occuper, genre TikTok ou Instagram, pour voir des vidéos. Ils ne sont pas nécessairement en train de parler à d'autres, là où les autres sont très connectés parce que leur monde social est désormais là-dessus. Il y a beaucoup des jeunes que je vois au cabinet qui jouent à Brawl Stars ou à quoi d'autre encore. Beaucoup de gens en ligne, que ce soit sur ordinateur ou Fortnite, sur ordinateur ou sur téléphone portable, ils sont avant tout là-dessus pour l'aspect social. Pendant qu'ils jouent, ils parlent avec leurs potes. Ils ne sont pas tant que ça accros au jeu. Alors il y en a clairement, ils sont là-dessus pour performer, pour avoir le plus de récompenses et le plus de skills possible, le plus d'apparence pour leur personnage, etc. Mais il y a aussi leur monde social qui est là-dessus. Ce que je ne sais pas encore, ce que je n'ai pas encore vu, c'est si ceux qui sont avant tout là pour la partie sociale en souffrent pour autant. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous ils sont tous très connectés. Trop, je ne sais pas. Mais je ne sais pas s'il y a une distinction à faire entre les deux. Si les gens très connectés sont isolés, ça, je n'ai pas encore vu s'il y avait une différence. Mais c'est vrai, quand on voit le temps passer en ligne, j'ai encore revu il n'y a pas longtemps, quand Internet est arrivé dans les années 90, je crois que chez nous c'est plutôt plus ou moins 96-7, quelque chose comme ça. Les premiers chercheurs qui s'intéressaient à l'addiction Internet, ils disaient qu'on était accro au-delà de, je crois que c'est 3 heures, 4 heures par semaine. Enfin, c'est un chiffre ridicule aujourd'hui, on est tous à minimum ça par jour, rien que le travail. Donc ouais, ça va en augmentant de manière constante. Voilà. Justement, en parlant d'hyperconnectivité, hyperconnexion sur les réseaux ou même autres, j'en parlais en préparant l'émission avec une amie qui bosse un peu dans le secteur marketing, etc. Et t'es sur les réseaux sociaux, t'es sur un écran, je dis mais c'est hyper dur en fait parce que je me situe dans une situation un peu problématique où j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, je regarde, j'investigue, etc. Je passe beaucoup de temps devant les écrans et ça impacte clairement mon quotidien. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à elle?
Elle a une question, au-delà d'impacter, c'est quoi l'impact, il est de quel ordre? Je pense qu'elle se disait que c'était une position un petit peu délicate parce que, et en même temps, en fait, c'est une sorte de dissonance, quoi. J'ai envie de passer moins de temps sur les réseaux, j'ai envie d'être moins connecté, mais en même temps, mon métier me demande d'être hyper connecté, d'être hyper vigilante, de regarder une campagne publicitaire et de passer, tu vois, dans le tram et ah, tiens, ça c'est moi qui l'ai fait, nanana. Je vais couper ça au montage parce que j'ai balancé un blaze. Il y aura un petit bip sympa. Non, et c'était en fait. Peut-être je suis juste en train de partager la situation de cette pote qui est. C'est compliqué parce que c'est vraiment des réflexions sociétalo-moderno. Enfin, parler de ce genre de thématique, dès qu'on parle d'écran de façon générale, ça mélange tellement de trucs entre la santé médicale, la santé mentale, le socio, enfin, ça touche à beaucoup de choses. On est énormément à se demander comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire différemment si on a l'impression d'être en train de passer à côté de sa vie ou d'être dans une perte de sens. Enfin, c'est vrai que pendant le doctorat, j'étais contraint, je mets gros guillemets là-dessus, à suivre énormément Twitter pour voir tous les chercheurs dans mon domaine et me tenir à jour. C'était la plateforme préférentielle pour communiquer sur le sujet. Et paradoxalement, non seulement on est là-dessus à scroller pour vouloir ne rien perdre, on croise tous les contenus bien nauséabonds, en particulier Twitter, qu'on peut croiser là-dessus, et on se dit mais j'ai envie de déconnecter, enfin ça n'y a pas moyen. Maintenant, quelle est la part là-dedans qui est réellement je dois si on a l'impression qu'il faut, est-ce que c'est vraiment une obligation, est-ce que c'est vraiment si je dis à mon patron je vais arrêter de suivre ça, je vais trouver un autre système, est-ce qu'on va dire ah bah non tu dois sinon je te vire. Donc quelle est vraiment la part d'illusion de je dois, comme c'est la base même du FOMO, c'est est-ce que vraiment tu dois, est-ce que tu peux pas couper les notifications? On n'est pas esclave de l'écran, c'est souvent un peu ce que j'essaie de dire aussi bien aux parents qu'aux enfants, il y a en aucun cas l'écran ou le réseau ou le jeu ou quoi que ce soit ne vous oblige à, il n'y a pas un truc magique qui vient dire reviens prendre ta dose quotidienne. On est avant tout le maître de l'objet, donc quand est-ce qu'on peut dire ben non, là, droit à la déconnexion, j'ai pas envie, pas aujourd'hui. C'est compliqué ce genre de réflexion. Il faut qu'on voit si des gens on est dedans, si on le ressent tel quel et si on a envie que ça change. Tu penses qu'on se culpabilise un peu trop vite à l'heure actuelle? Je sais pas si on culpabilise trop vite ou si on a... J'ai plutôt l'impression qu'on essaie de très vite pathologiser un peu tout. Et qui au contraire a tendance à peut-être pas nous culpabiliser, mais à très vite rejeter la faute sur l'objet ou à rendre le problème, à renvoyer le problème dans les mains des spécialistes en ayant mis un mot sur ce qui se passe. J'avais encore fait le listing pour une présentation que j'ai faite il n'y a pas longtemps, le listing de tous les termes qu'on a créés récemment liés à ça, entre la FOMO, la nomophobie, le sharenting, que des termes qui font très vite moderno-pathologico-bizarres, et c'est toujours des termes où on se dit mais en fait non, rendons avant tout à la personne qui utilise l'objet le pouvoir de l'utiliser, de le maîtriser comme il faut, avant de se dire ah je suis victime, allons voir un spécialiste. C'est marrant parce que je reviens un petit peu sur la question de l'addiction, de la dépendance. Je pousse peut-être un peu trop là-dessus, mais j'ai fait le test un petit peu en prenant le téléphone d'un collègue de travail. Et c'était vraiment, on travaillait un peu dessus. Hein. Donc j'ai pris son téléphone et lorsque mon collègue s'en est rendu compte, il y a une douce panique qui s'est mise, tu vois, à être là quoi. Tu vois, on a un peu, je pense, un comportement automatisé, on n'est jamais loin de notre bigot, comme diraient les jeunes, de notre smartphone, de notre GSM. Et si je regardais même l'auditoire, le public, qui vraiment passe sa vie à plus de 2 mètres de son téléphone, qui lève la main, ou elle lève la main, je ne pense pas, il n'y a personne, il n'y a aucune main levée, ils sont plus d'une vingtaine. Les chercheurs pourtant bloquent à l'idée de parler d'addiction. C'est où la nuance? Je me la pose vraiment. Là aussi, c'est la bonne question. La communauté se partage encore, se dispute encore sur le terme. Moi, je crois que je fais partie de ceux qui disent qu'on va parler d'addiction s'il y a vraiment côté intoxication, donc d'office, tout ce qui est tabac, alcool, cannabis, toutes les drogues, il y a une forme d'intoxication. Bon, chacune a une action différente au niveau de la dépendance. Et on va plutôt parler de comportement problématique pour tout ce qui n'est pas lié à une substance, pour un peu ramener ce côté
un côté qui connote le fait que le comportement lui-même ne nous intoxique pas, on n'est pas malgré nous obligé de revenir dessus, on a juste perdu le contrôle sur quelque chose. La nuance étant la partie le jeu d'argent pathologique, donc le gambling, qui lui est reconnu comme une addiction comportementale par le DSM. Mais parfois je me demande si même moi qui suis dans ce débat-là, on n'est pas en train plus de se couper les cheveux en quatre, ce qui ne me fait pas si peur. Pour juste un terme sémantique, quoi. Mais c'est vrai qu'à ce côté, moi je veux vraiment avoir le côté avant tout en tête, si on parle d'addiction, c'est qu'il y a une intoxication. Okay. En checkant et en faisant notre investigation du sujet avec l'équipe, on a checké une étude de Partenamut qui était assez intéressante, qui a été faite l'an passé, qui démontre qu'un parent sur trois se sent dépassé par l'usage des écrans de leurs enfants et que certains d'entre eux le qualifient comme un combat de tous les jours. Et c'est énorme, c'est 28% des parents, 1 sur 3. On a pas mal, justement, en AMO, dans le secteur dans lequel je travaille, qui viennent nous voir et nous disent « mais mon enfant passe trop de temps devant les écrans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Qu'est-ce que tu as à dire ?» Tellement de choses et en même temps si peu, parce que je suis quand même très mal placé pour venir donner des conseils à des parents, parce que là c'est leurs enfants, c'est leur rôle entre guillemets. Mais en tout cas la première chose que je dis d'office, en fait je conseille d'office, c'est peu importe le type d'écran, c'est déjà de s'intéresser à ce qu'ils font avec les enfants, parce que si c'est que ça soit une console, que ça soit un PC, que ça soit un téléphone, si on leur donne un objet si cher entre les mains, à minima intéressez-vous à ce qu'il va y faire avec. Sachez quel jeu vous avez acheté ou pas, parce que dans le cas des jeux vidéo, ils sont beaucoup à se plaindre du fait que l'enfant est tout le temps que sur Fortnite par exemple, sur PlayStation, en se disant bah oui mais en même temps j'ai pas envie d'acheter un autre jeu parce que ça coûte cher, bah d'accord, vous lui achetez pas d'autres jeux. S'il ne joue qu'au jeu gratuit, c'est quoi le jeu gratuit? C'est celui-là, ou d'autres jeux de ce même acabit. Et il y a un peu cette... je sais pas comment dire, c'est pas dans le but de culpabiliser les parents, mais c'est dans le but aussi de responsabiliser au fait que si c'est leur rôle de déjà leur présenter aux enfants une variété de comportements dans la vie autre que les jeux, les écrans, c'est un peu leur fonction de présenter aux enfants tout ce qui peut exister dans la vie comme loisir, comme occupation possible et tout. Ça pourrait être également leur rôle de montrer qu'il existe d'autres types de jeux sur les consoles, sur les écrans, voilà. Il n'y a pas qu'un seul type de jeu, donc si eux ne connaissent pas, mais qu'ils explorent avec l'enfant, s'ils n'aiment pas, s'ils ne comprennent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Fortnite c'est dangereux, c'est bizarre, oh là là ils se tuent, enfin oui, regardez ce que c'est plus cartoon qu'autre chose, c'est pas de la violence gratuite et sanglante comme on pourrait s'imaginer dans des œuvres plus trash, donc déjà intéressez-vous à ça, renouez en contact, jouez avec éventuellement, donc ça c'est plus souvent compliqué, mais en tout cas la curiosité, l'intérêt, l'ouverture, c'est ce vers quoi je pousse le plus les parents, et si vraiment c'est pas possible, jusqu'à présent, j'en ai pas encore vu qui était à ce point fermé à l'idée de se rapprocher d'eux. Si c'est pas possible, je n'ai pas vraiment d'idée à ce niveau-là, mais à côté de ça, il y a aussi re-questionner même comment les adultes, les accompagnants, les personnes qui sont avec les enfants, parce qu'il n'y a pas que les parents qui donnent l'exemple, il y a tous ceux qui sont avec, enfin, je vois à l'hôpital, ou j'imagine dans les AMO aussi, on est beaucoup d'adultes à venir dire « Oh là là, tu ne dois pas trop être dessus », et à l'instant on a fini de leur parler, on sort notre téléphone, on est également dessus pendant longtemps. Donc quelle est vraiment la différence entre un enfant qui est 3-4 heures dessus et le parent qui est 5-6-7 heures dessus, plus la télévision, plus on est tous tout le temps devant les écrans, donc déjà conscientisons notre propre usage avant de nous tracasser du fait que l'enfant est également en train de faire la même chose que nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à ce niveau-là? Mais aussi c'est plus complexe, c'est au niveau des adolescents, il y a beaucoup de grosses disputes qui peuvent se faire au sein de la famille parce que l'enfant est trop sur des écrans, est tout le temps enfermé dans sa chambre et là on en arrive à essayer de questionner quelle est en fait la situation, est-ce que l'enfant est en pleine expression de son individualisme, est-ce qu'il est en train de devenir ado, tout simplement. Donc si vous envoie péter, qu'il ne veut pas vous répondre et qu'il y a des engueulades, peut-être bonne nouvelle, vous avez un ado en train de devenir un ado, ou est-ce que c'est plus loin, est-ce que c'est... là, ça c'est le plus gros du taf, de mon taf en tout cas quand il débarque chez moi, c'est de voir ce qui est derrière, est-ce que c'est rien de plus qu'un conflit lié à l'enfant qui grandit, ou est-ce qu'en fait il y a autre chose qui est en train d'être pallié derrière? Est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il y a eu une dépression latente? Est-ce qu'il y a eu du cyberharcèlement? Est-ce qu'il y a eu l'abus? Enfin voilà, c'est toutes ces thématiques-là beaucoup plus lourdes où dans ce cas-là, l'écran peut être un symptôme d'autre chose, mais pas un symptôme en soi qu'il faut absolument viser à annihiler avant tout, point. C'est peut-être justement, dans certains cas, en tout cas je peux l'affirmer au vu de ce que j'ai vu avec mes patients, dans certains cas l'écran c'est ce qui a permis de survivre. C'est ce qui a permis de survivre? Ouais. Dans quel sens? Dans le sens où s'il n'y avait pas eu autre chose, c'est très hypothétique, c'est très... on ne peut qu'imaginer une réalité alternative, mais dans certains cas, je pense qu'il n'y aurait pas eu l'écran,
il y aurait sans doute eu consommation ou suicide, dans des cas beaucoup plus trash de maltraitance ou d'événements vécus à l'école ou en famille assez compliqués. L'écran est un refuge qui a permis je ne vais pas dire de passer le cap parce que rien ne guérit ce genre de situation, mais ça a permis pour le moment de pallier quelque chose qui ensuite a servi de cible pour les parents ou l'entourage, qui a permis de venir jusqu'à moi, et ensuite on creuse et on voit ce qu'il y a derrière. Donc ouais, face à une famille qui viendrait te voir, tu dirais aux parents qui s'inquiètent par rapport à la consommation des écrans sont ces enfants, c'est prendre le temps d'investiguer. Ouais. D'abord, c'est quoi l'usage des écrans. Et puis en plus, il y a tellement de formes d'écran aujourd'hui. J'ai eu le cas récemment, je me suis dit, donc c'était une enfant de 11 ans qui réclamait un smartphone parce que ses amis avaient TikTok et WhatsApp et pouvaient communiquer entre eux, et elle se sentait littéralement exclue. Et c'est vrai que ça vient questionner un peu son quotidien, et tu te mets une seconde dans ses chaussures et c'est compliqué, quoi. Les parents qui sont intransigeants, qui ne veulent pas lui permettre, pour toutes les raisons qui sont tout à fait louables, et en même temps c'est l'isoler socialement de son groupe d'amis. Ça la marginalise. Ouais. Comment on fait face à ça, justement? J'ai envie de répondre bien facilement en disant comme on peut, parce qu'il y a déjà cette réalité où et si elle ne les suit pas, est-ce qu'elle doit quitter ses amis et s'en faire des nouveaux, aller plus vers ceux qui sont également avec des parents assez intransigeants, ou est-ce qu'il faut qu'elle rejoigne la meute parce que c'est vers ça qu'ils sont tous en train de migrer, sachant qu'en plus ils sont clairement pas à cet âge-là en droit normalement d'être sur ce genre de réseau. J'ai oublié les âges, bon c'est pas 16 ans, 16 ou 18 ans en fonction du réseau, mais c'est ultra compliqué, parce que, et là pour le coup on n'a vraiment pas de réponse, ça va tellement vite que les mauvais usages, entre guillemets, si on peut le nommer comme ça, de certains qui vont sur les réseaux trop tôt, fait que ça devient la norme et les autres ont intérêt à suivre, sinon ils sont exclus. Là actuellement, à part exprimer toutes les réticences qu'on pourrait avoir là-dessus au niveau moral, tous les risques liés à ça, parce que c'est, même si on prend les fameuses balises de Tisserand, je sais pas si ça vous dit quelque chose, les 3, 6, 9, 12, pas d'écran avant 3 ans, pas de télé avant 6 ans, on va leur accompagner. J'ai oublié mes trucs, pas de console, pas de jeux vidéo avant 9 ans et pas d'internet avant 12 ans, quelque chose comme ça. Allez le voir pour corriger mes erreurs, mais ça avant tout c'est des balises pour dresser des limites aux parents qui sont perdus là-dedans, mais c'est pas comme si soudainement à l'âge arrivé, la personne allait savoir comment s'en servir. Il faut co-accompagner, il faut exprimer, il faut aider à se servir de l'outil, donc faute d'une possibilité de complètement empêcher son enfant de rejoindre ces réseaux-là, sinon elle est vraiment mise de côté, et ça pourrait vraiment être une catastrophe dans certains cas, parce qu'elle serait vraiment mise à part de ce qui se passe, la vie continuerait malgré elle, et quand elle les retrouvera en vrai, elle est complètement isolée. Pourquoi ne pas, tant pis, c'est une idée, c'est pas pour autant la seule chose à suivre, mais pourquoi ne pas accompagner avec elle cet usage-là, voir quelle balise mettre, puisque très vite, tu avais mentionné quelque chose plus tôt qui m'a fait penser, mais le risque avec ces réseaux-là, c'est tous les soucis d'algorithme qui tournent très vite en rond sur les mêmes sujets. Si pour peu qu'on s'intéresse, ne fût-ce qu'à, je ne sais plus qui avait fait ce test-là, mais si on s'intéresse à la santé mentale sur TikTok, on peut très vite tomber à force de boucles d'algorithmes sur des conseils d'automutilation jusqu'au suicide. Donc c'est très mal foutu. Je ne pense pas toujours qu'il y ait une volonté de mal faire de ces boîtes-là, mais elles enferment malgré... J'avais peut-être une volonté d'enfermer dans des sujets qu'on cherche, mais sans se rendre compte que ça va d'office trop loin et que vraiment on s'enferme là-dedans. Donc si les parents, si les accompagnants peuvent aider à apprendre avec le jeune à s'en servir, quitte à devoir le faire trop tôt, c'est peut-être la meilleure solution. Mais on est encore trop tôt pour avoir vraiment assez de recul pour se dire s'il fallait ou pas interdire à la place. Ça va beaucoup trop vite. J'ai plein d'autres questions qui me viennent en tête. J'espère que vous en avez aussi. Il y a toujours les QR codes. N'hésitez pas en tout cas à les poser si vous en avez pour Jory. Je vais prendre le temps d'en prendre quelques-unes et les partager. De manière, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais en recherchant, en lisant énormément sur le sujet, je me suis posé la question, c'est beaucoup plus spirituel, j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est pas la manière dont la place des écrans a pris sa place dans notre entourage, est-ce que c'est pas une manière en fait maladroite de fuir l'ennui? Je me suis dit... Si l'écran c'est écran... Ça y est. Non, oui, parce que
c'est rare de prendre le métro ou prendre le tram et de constater quelqu'un qui n'est pas sur son téléphone. J'ai le tram qui passe devant chez moi et l'autre jour j'ai regardé et je me disais ok, je vais essayer de compter les gens qui sont pas sur leur smartphone. Et il y en avait vraiment très peu. Sur un tram bondé avec 40 personnes, je pense que j'ai dû en compter 2 qui n'étaient pas sur leur smartphone. Ou connectés à leur smartphone avec des écouteurs dans les oreilles. Je sais pas si tu partages la même réflexion. Moi, tu vois, ce rapport à l'ennui, peut-être qu'aujourd'hui on est plus capable de s'ennuyer. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis partagé. Il y a le côté rogérien qui va être facile pour me dédouaner cette question, qui est je suis dans le non-jugement, j'observe, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais retombé en préparant mes conférences à gauche à droite sur des dessins d'inquiétude à différentes époques de la société. On voit que déjà en 1905, si je me rappelle du dessin, on voit que les personnes s'inquiètent de l'arrivée du télégraphe. Et on voit 2 personnes qui sont assises sur une chaise avec le gros poste de télégraphe devant eux, avec le message qui arrive et le message au-dessus disant ces personnes ne s'adressent plus la parole et sont plutôt intéressées à recevoir les dernières informations. Donc déjà quasiment 90 ans avant le SMS, ça leur faisait déjà peur ce côté je reçois mes messages à moi. Donc ça a toujours été observé. Pour ceux qui utilisent souvent Internet, vous avez peut-être aussi vu passer cette image de tous les gens sur un téléphone. On voit 30, 40, 50 ans avant, tous les mecs, c'est vraiment tous des hommes, parce que c'était des vieilles images, tous dans le métro avec leur journal dans les mains et personne ne se regarde. Donc ça a toujours été un peu, je pense, ce côté, surtout dans les transports en commun, l'occupation et la foule de regard de l'autre. Parce que étant un grand utilisateur de bus et de train, on sait aussi très bien que si on n'a pas minimum ses écouteurs ou un livre dans les mains, c'est le meilleur moyen de se faire embêter par quelqu'un qui va venir demander quelque chose. Donc c'est aussi une manière de dire foutez-moi la paix. Mais c'est vrai que le droit à l'ennui, c'est quand même l'obligation à l'ennui. Je ne sais pas comment on pourrait dire, je me suis déjà dit quel change j'ai pu avoir aussi d'avoir vécu dans ces dernières générations où on n'avait pas d'écran, où je passais des week-ends à m'ennuyer, à pas savoir quoi faire et soudainement, bam, je trouve un truc en fouillant les armoires de grands-parents ou parents et c'est parti d'une nouvelle découverte. Ça, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a cette possibilité de toujours avoir quelque chose à faire et on n'est pas en train de s'ennuyer. Ouais. C'est plus, ouais. Je te rejoindrai aussi sur ce que ça dirait, de ce que ça risquerait, mais j'ai pas non plus de conclusion là-dessus. Et en même temps, c'est chouette quand on est à la place de ces gens-là de se dire, plutôt que de regarder le vide, éventuellement que le train, qui est évidemment en retard, se pointe, on a au moins quelque chose à faire en même temps. J'en parlais aussi de nouveau un peu autour de moi de l'usage des écrans et on m'a beaucoup parlé du rapport, même au sein d'un couple, d'un des partenaires qui l'utilise beaucoup plus que l'autre et combien en fait ça nuit au rapport, aux relations au sein même d'un couple où tu as une personne dans le couple qui est tout le temps connectée ou qui check souvent ses mails, que ce soit les mails du travail ou même pas les mails du travail, c'est aussi scroller sur Insta ou TikTok. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui viendrait te voir en disant voilà, j'ai mon partenaire qui est tout le temps sur les écrans, qu'est-ce que tu peux, comment peux-tu m'aider? S'il te plaît, Joris, sors-moi de là. Je dirais que je ne sais pas les thérapies de couple et qu'on n'est pas avec mes collègues cliniciens. C'est compliqué parce que pour le coup vraiment je vais essayer de m'en sortir avec cette question en disant comme on a avant tout envoyé des plus jeunes, j'ai pas eu ces soucis de conjoint. Mais c'est vrai que dans des cas pareils, quand la personne qui a le comportement problématique n'est pas celle qui est en demande, c'est compliqué d'essayer de la convaincre. Si pour l'autre qui est en face, s'il n'y a pas de souci avec ça, ça va être compliqué d'aller creuser, d'aller forcer un changement. Ou alors il faut essayer de devoir pousser vers le dialogue avec le couple, mais en laissant l'écran de côté, peut-être que le téléphone est devenu le prétexte pour fuir quelque chose, et passons par derrière cette problématique-là pour trouver quel est le point qui actuellement pose problème. Est-ce que c'est je suis trop dans mon boulot et du coup on attend de moi ceci donc je suis là-dedans? Est-ce que c'est je ne suis pas à l'aise dans mon couple, je ne suis pas heureux dans ma vie et du coup je trouve une occupation ailleurs? Il y a peut-être moyen de trouver une réponse en allant par un autre chemin que bourriner vers l'écran. Comme avec les jeunes, pour le coup. Si on essaye juste de venir dire t'es trop sur un jeu, arrête ou réduis, on va juste être dans la confrontation, dans la frustration, dans un objectif très très débile, parce qu'au final, même si on réduit le temps, ça va pas régler le problème derrière. Donc plutôt que de se focaliser sur l'objet, on prend des tours, on essaie de regarder un autre chemin d'attaque. Je suis en train de lire un petit peu les questions qui arrivent un petit peu. Il y en a des vraiment très belles, on n'aura pas l'occasion de les poser toutes. Ouais, c'est vraiment dommage. En quelques points, est-ce que tu as des tips, des conseils
pour essayer d'aider quelqu'un qui est conscient déjà de son usage des écrans, de sa consommation d'écran, et qui voudrait un peu limiter son utilisation de manière très pratique? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est compliqué parce que là aussi il faudrait la meilleure manière de voir ce qu'on pourrait suggérer, c'est déjà de voir c'est quoi l'écran. Est-ce que c'est trop de GSM? Est-ce que c'est trop d'ordinateur? Est-ce que c'est trop de jeux? Admettons que ça soit quelqu'un qui passe trop de temps sur les réseaux sociaux à checker TikTok et à perdre son temps sur Instagram à scroller et se dire je vois ma vie défiler alors que ça ne m'apporte pas grand chose. C'est plus une suggestion que vraiment un conseil, mais ce que j'ai vu qui ressortait le plus souvent en conseil clinique et même de recherche, c'est dès qu'on est lié aux réseaux sociaux, aux écrans, dès que le sujet concerne ces points-là, le mieux à faire c'est de couper. C'est de soit couper la notification, soit carrément se désinscrire, donc ça fait vraiment l'arrachage de ce sparadrap. Plutôt que de réduire le problème, on va carrément l'arrêter, pour vraiment se forcer à faire autre chose, à un petit peu regarder ailleurs, ou alors... ce que j'avais déjà fait une fois, c'était de demander à la personne, voilà, après 2-3 jours sur les réseaux, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as tiré de tout ça? Un peu en mode, j'ai déjà fait un peu ce constat-là, alors c'est très bizarre le lien que je vais faire, il ne vaut peut-être rien du tout, mais pour moi, ça a du sens, donc vous me direz si c'est pour vous. Mais c'est comme quand on regarde sur Netflix une série qui est sortie en une fois qu'on a bingé, on était bien content, on a bien tout regardé en une seule fois. Est-ce que 1 ou 2-3 semaines après on se rappelle encore de ce que ça racontait? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout oublié? À l'inverse de quand les épisodes paraissaient à raison d'1 ou 2 épisodes par semaine, ça prenait le temps de venir dans notre tête et puis ensuite on savait après X temps ce que ça avait raconté. Le fait d'être sur les réseaux, on constate très vite, je pense, en tout cas de ce que j'ai pu observer, qu'après des jours et des jours d'usage, on n'a pas retenu grand chose, on n'a pas avancé dans un truc, on n'a pas creusé un sujet, on a été en surface, on n'a pas vraiment, on n'a pas ressorti grand chose. Du coup, je suis arrivé au bout de cette réflexion en me racontant la question. En fait, là, c'était réduire limiter les usages. C'était quoi en fait? C'est voir finalement qu'est-ce que ça a touché comme sens. Est-ce qu'au niveau de ses valeurs personnelles, est-ce qu'au niveau de ce qu'on cherche, quelque chose est comblé? Ou est-ce qu'on est tout le temps dans la recherche de remplir un trou ou un seau qui est en train de fuir, de flûter, un seau qui a un trou? Est-ce qu'on est vraiment en train de remplir quelque chose? Est-ce que c'est une quête qui va dans la mauvaise direction? Juste prendre conscience de ce qu'on fait là actuellement est ok. Ça fait vraiment sens parce que ce que j'ai regardé aussi, c'est donc la plupart des applications qui t'aident à limiter l'usage de l'écran, en fait, comme par exemple Opal, sans le nommer, eh bien, t'empêche, c'est pas qu'ils t'empêchent directement d'utiliser cet écran, ils te disent tiens, voilà, t'es arrivé à la limite d'usage de cette appli au bout de 20 minutes par exemple. Et en fait, pour désactiver ça, tu vas dans les réglages de l'application Opal pour dire je veux 2 ou 3 minutes de plus, mais pour une raison précise. Et en fait, le fait de conscientiser cette démarche active de l'application, que ce soit ton Twitter, Instagram ou ton mail, te fait dire finalement peut-être que j'en ai pas besoin. Et coupe un peu à l'automatisation de l'usage. C'est pas mal, ça rejoint en plus que pour le coup j'ai avant tout des utilisateurs de jeux et assez peu de réseaux sociaux, mais ça rejoint en fait la même idée où j'essaie toujours de dire, en tout cas s'il y a un conseil à donner, c'est clairement de ne pas se focaliser sur le temps, passer à faire quelque chose. Le temps n'a strictement aucun sens parce que si on dit même tu joues ou tu vas sur les réseaux pendant une demi-heure, c'est quoi le but au final? C'est juste, je regarde le chrono, lui il y a des minutes qui sont en train de défiler, je continue à consommer un maximum, ça conscientise pas ce qu'on est en train de faire. Si tu es sur un jeu, c'est aller encore tel objectif, encore telle mission, encore tel truc, c'est à la personne de comprendre, déjà de prendre conscience de comment fonctionne le truc sur lequel elle est, et de trouver ses propres limites là-dedans. Et de ne pas dépendre de quelque chose d'extérieur qui va pas lui apprendre par elle-même à fixer les limites, ça va être toujours un truc extérieur qui va agir. Donc déjà ça permet de conscientiser pour soi, et ça permet de conscientiser son usage, et ça permet aussi de connaître ses propres limites. Donc ça permet de faire simplement ça. Une autre étude que ce serait difficile de mettre la main dessus, je ne l'ai pas prise dans les notes, mais qui expliquait, je vais la mettre dans les références du podcast, de la description, mais qui expliquait que simplement poser son smartphone loin de soi, à la maison, que ce soit à l'entrée, etc., réduisait énormément de son niveau d'anxiété, simplement la présence du smartphone. Donc c'est très difficile de pouvoir le faire, mais de ne pas l'utiliser déjà son smartphone comme réveil, c'est vraiment très dur. Hein. Mais
le placer dans la cuisine. En fait, c'est juste la distance qu'il y a entre ce produit qui est designé pour pouvoir utiliser et maximiser notre degré d'attention. En fait, ouais, ça nous fait déjà beaucoup de bien. Il est éloigné et supprimer l'utilisation, parce que si tu le mets loin, que ça passe 10 minutes, 2 secondes et qu'il y a, l'effet est perdu. Parce que là, on ne rentre pas dans les détails techniques, on n'a pas un développeur à côté de nous pour pouvoir en discuter, mais lorsque j'ai investigué aussi le sujet, c'était hyper intéressant de constater que la plupart des développeurs, il ne faut pas être... il faut être un petit peu indulgent avec soi-même aussi sur cet aspect-là, mais il y a toute une série de gens hyper compétents dans la neuroscience pour designer un appareil qui va capter notre attention pour l'utilisation optimiser un peu ce capitalisme derrière. Donc il faut aussi se montrer indulgent avec soi, dire c'est normal que cet appareil tu vas avoir l'impression d'être tout le temps là-dessus et vouloir aller checker. Et en fait, c'est fait pour être attractif. C'est fait pour être attractif. C'est là qu'on mélange très vite les termes addictif, addiction, n'importe quel de ces appareils d'application jeux vidéo sont faits pour être chouettes. Enfin, si c'était conçu dès la base pour être emmerdante ou chiant, oui, fatalement on n'y reviendrait pas. Donc il y a cette nécessité d'être chouette, il y a cette envie d'y revenir, parce qu'évidemment c'est pas des boîtes qui posent dans l'humanitaire, mais le but c'est de faire de l'argent. Donc il faut qu'on y revienne, c'est normal qu'on y revienne. Mais si on est déjà conscient de ces mécanismes-là, et si en plus on a vu, si on a pris conscience que, si on a eu un moment de réflexion, on se dit tiens, est-ce que ce que je fais là a vraiment du sens pour moi, est-ce que j'ai envie, moi, au fond de moi-même, dans mon cœur, de faire ça, on va déjà pouvoir éventuellement contrer ce côté simple victime, consommatrice et répétitive. Alors il y a une série de questions que j'ai adaptées à poser à Jory, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très sympas. On va essayer d'y répondre de manière super rapide. Est-ce que c'est vrai que si on garde son téléphone très longtemps dans la poche de notre pantalon, ça peut endommager notre fertilité et notre virilité? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas répondre. Désolé, mais il va falloir mener ces recherches soi-même. Que penses-tu de l'impact de l'IA sur les êtres humains? Est-ce que tu penses que ce sera positif ou négatif? C'est le sujet qui m'intrigue, pour ne pas dire qui me fait peur, mais en tout cas là pour le coup on n'a pas de recul, c'est tellement récent qu'on n'a encore aucune idée de quelle forme finale ça va prendre, et je trouve que les études sont encore très loin d'avoir bidouillé quoi que ce soit, mais j'y vois autant un usage très intéressant au niveau gain de temps, même si ça pourrait encore lancer des débats sur est-ce qu'il faut vraiment gagner du temps partout, est-ce que la quête du gain de temps est vraiment une bonne quête, mais quand je vois que... Enfin, moi je fantasme l'idée de me dire s'il y a une IA qui peut écouter l'entretien, je précise bien dans le cadre très restreint d'un usage personnel où les infos recueillies ne sont pas transmises vers une boîte extérieure qui traiterait les données, mais si une IA limitée à mon petit cabinet sans communication extérieure peut entendre l'entretien et me le résumer à la fin pour faire gagner du temps sur le rapport que je dois taper, parce qu'on attend de moi que je tape un rapport pour le dossier du patient, ça je suis preneur. De perdre du temps après pendant 10, 15, 20 minutes à retaper des choses ou de rerouiller des éléments, ça pourrait être un gain de temps, et je pense notamment des usages en hôpital où beaucoup de mes collègues perdent un temps de dingue à devoir cocher, encoder, faire des rapports. Si ce genre d'outils pouvait nous raccourcir des aspects plus fastidieux, ce serait bien. Mais ouais, sur le long terme, j'ai un peu de crainte du mauvais usage qu'il va en être fait. Ça me rappelle un petit peu comment, quand moi j'étais en secondaire ou en primaire, etc., avec l'avènement de Google et comment on pouvait rechercher sur le net des infos. Nos profs avaient très, très peur par rapport à ça, à l'utilisation qu'on pouvait en faire des informations sur Google. Et puis en fait, on est devenu très conscient de ça et en fait on a développé sans doute un esprit critique parce qu'on nous a appris à rechercher correctement entre guillemets les infos, et plutôt qu'il y ait un peu de ça et une forme d'éducation. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il y en a déjà, je pense, des profs l'ont dit, des TFE ou des mémoires qui sont rédigés par l'IA. Et là, par contre, vas-y pour chercher ce qui est réellement de toi ou d'une IA. Avec en plus le fait qu'elles ont tendance à créer de la fausse information. J'ai déjà, pour le fun, cherché ce qu'elles connaissaient sur moi, pour ce qui passe très égocentrique, et elles me créaient des sujets d'intérêt. Ça dit beaucoup de doigts. C'est quand je m'ennuie. Ouais. Et elles me créaient des articles que j'avais pas après. Donc je dis, heureusement que je me connais bien, que je sais que je n'ai pas fait ça, mais si je demandais sur un sujet autre, je pourrais porter mes balances. Donc l'esprit critique est d'autant plus important face à ce genre d'outils.
J'ai bien fait de ne pas rechercher le nom de mon invité dans le chat. Ce qui me fait penser à une autre étude un peu intéressante que j'ai lue sur le sujet, qui informait que dans l'utilisation des smartphones, en fait, c'est devenu tellement développé que, précisément avec iPhone, mais je pense que Android fait pareil, que le smartphone est capable aujourd'hui de prédire notre état émotionnel. Simplement, la manière dont on textote, la vitesse, le nombre de frappes, d'erreurs qu'on peut faire là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui sont informés, mais c'est hyper intéressant de se dire, en fait, il nous aiguille aussi dans le type de contenu qu'il nous propose. Tellement c'est devenu super. C'est super. Ça, c'est une partie de mes petites craintes. Ouais, et ce côté, comment entre. Je suis en train de lire en plus un roman qui s'appelle Bien-être de Nathan Hill, qui montre un petit peu ce côté où, comme si on était tout le temps en train de rechercher la maximisation de son fonctionnement, être dans le bon dosage de nourriture, le bon dosage d'exercice, pour être au bon niveau de sa jauge, de bracelet ou de bas connecté. Plus dans ce côté, ce traitement, cette recherche, on va utiliser le mot que j'aime pas, mais cette addiction des intros de soi à soi, dans le meilleur usage possible que les IA risquent de nous faciliter ou encourager. Je ne suis pas trop fan de ça. Que penses-tu de l'interdiction des smartphones dans l'enseignement? Au sens des élèves dans notre classe? Voilà, c'est une notion. Moi, pour le coup, j'aurais un peu tendance à faire cette réponse des vieux cons, qui était, moi j'avais pas de smartphone à l'époque, ça marchait très bien, donc pourquoi pas. Mais quand je vois que certains profs utilisent des outils connectés assez intéressants, je suis plus élève, donc j'ai pas vu ce qu'ils font actuellement, mais il y a moyen de bien s'en servir. Je serais plutôt partisan, je vais quand même nuancer mon propos, interdire est débile, ça permet d'encore moins comprendre ce qu'on a dans les mains et d'encore moins le maîtriser une fois qu'on y revient. Donc si c'était intégré dans l'enseignement pour bien savoir s'en servir, ce serait top. L'interdiction, c'est le meilleur moyen, après 6 ans, de se dire j'ai pas appris à m'en servir, je fais ça n'importe comment. Il n'y a pas plus bête comme concept que de se dire les jeunes sont nés qu'un téléphone dans les mains, donc ils savent s'en servir. Absolument pas du tout. Si on n'aura jamais appris, ils savent pas s'en servir, ils vont se limiter à l'usage en facette qu'on a dès qu'on ouvre un navigateur, ils ne savent pas aller recouper une info, trouver le bon moteur de recherche, non ça on ne sait pas. Il faut un accompagnement, il faut un apprentissage, et je pense que c'est à l'école de devoir le faire. C'est vrai que c'est absolument ce que je constatais aussi en recherchant sur la question. Il y a très peu d'articles qui dressent en fait une sorte de perspective d'éducation dans l'enseignement, en fait, juste dans le rapport aux écrans. Et donc ce moment d'échange, etc., ou de partage sur l'utilisation d'un smartphone, c'est comme si on n'avait pas eu de mode d'emploi. On a des modes d'emploi sur l'utilisation d'un smartphone, mais pas sur son impact et son rapport au smartphone. Mais pour être un petit peu optimiste, les études semblent dire que la génération, les Gen Z, donc entre 20, 15 et je pense 35, est une génération qui est plus consciente de son utilisation des smartphones et qui sait que ça peut poser problème et que ça ne remplace pas la rencontre en IRL, en visu, en présentiel de personnes. Autant il y a un sentiment de solitude qui a grandi, autant apparemment notre génération est un peu plus sensibilisée à ces problématiques-là. J'aurais même peut-être tendance à dire que sans doute oui, et je pense qu'au contraire le fossé va plutôt s'agrandir. C'est un peu comme sur beaucoup de thématiques actuellement, tu vas vraiment avoir, je pense, ce côté les très conscients, des complètement inconscients, tu n'auras plus trop cette partie du milieu qui saura plus ou moins bien le faire. Il y a ceux qui sauront trop et ceux qui en font n'importe quoi, qui nécessitent justement pouvoir mettre en place ce genre d'accompagnement le plus adéquat possible. Il y a tellement de bonnes questions, vraiment. Je vais essayer de les dire très très rapidement. C'est plus une réflexion, c'est ok, le problème lié aux réseaux sociaux, à notre temps d'écran, il n'est pas surtout lié au scrolling, entre guillemets, point d'interrogation, qui nous empêche de nous ennuyer, nous rend accro. Est-ce que c'est peut-être un peu de ça corroborer un petit peu avec ma réflexion. Discours intéressant pour des gens avec un sens critique, pour des gens fragiles, moins outillés. Est-ce qu'un cadre plus coercitif n'est-il pas à privilégier par rapport à ça? Si, mais quel est-il? Quel pourrait être le bon équilibre entre une bonne coercition, j'aime déjà pas le mot,
Je sais pas, je sais vraiment pas dire à ce niveau-là. On est tellement en plein milieu d'un système qui change, c'est compliqué de voir quel est le bon dosage à faire et comment pallier ce problème. C'est compliqué. Ne pas du tout avoir d'écran ou de carrément se supprimer de tout ce monde plus virtuel, c'est une possibilité. Bah, comme on a dit avec la fille dont on nous entend tantôt, c'est se mettre en marge et carrément être en dehors du système. Ce qui est pas mal en soi, si on en est conscient, on sait que le système peut exister sans ça, on n'est pas tous obligés d'être sur un écran. Mais se passer de ça, c'est quand même devoir aussi apprendre à fonctionner différemment. Et pour le coup, c'est clairement pas ce mode de fonctionnement qui est le plus visible dans la société. Jory, on arrive un peu à la fin. Tout doucement, il nous reste une ou deux petites questions. Je t'amène à reprendre ta casquette de psy. Je sais pas si tu l'as enlevé tout au long de... Partir là. C'est quoi la leçon la plus précieuse que tu as apprise récemment dans ton travail avec tes patients? Prends le temps et ne sais pas mieux qu'eux. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon psychologue? C'est de réfléchir à autre chose que ressortir bêtement, comme si j'avais été lobotomisé les principes fondamentaux de Rogers, mais vraiment ce côté, l'écoute, la curiosité, la congruence, l'empathie, être vraiment dans la pleine écoute de la personne et pas se savoir à sa place. Parce que même le fait d'être un joueur, ça ne me permet pas de mieux comprendre pour autant la personne. Là où je pourrais me dire, ah ok, il ou elle joue à ça, c'est d'office parce que moi j'aime bien ça, que lui aussi il doit aimer ça. Pas du tout. Les évidences, faut pas partir du principe que ce qui est clair dans ta tête est d'office ce qui est dans la tête de la personne. Toujours ce côté curieux et ouvert, non-jugement. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller? Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un bouquin, ça peut être une expo, ça peut être tout ce que tu veux, qui concerne le sujet ou pas du tout en fait, qui t'a marqué récemment où tu te dis ça ce serait bon de le partager à notre public. Je vais réfléchir un peu, tu pourras faire une coupe dans la réflexion. Si tu veux, moi je peux partager la mienne, ça va peut-être te donner le temps. En préparant l'émission, j'ai re-regardé sans doute un chouette documentaire qui est sur Netflix, qui s'appelle The Social Dilemma, ou Derrière nos écrans de fumée, qui a été écrit par Jeff, dirigé, réalisé plutôt par Jeff Orlovsky, qui dresse un constat parfois alarmant, mais intéressant sur l'utilisation des réseaux sociaux, avec toute une série de grands patrons des sociétés, des réseaux sociaux, que ce soit Google, Facebook, ouais, exactement. Et qui, d'ailleurs, très intéressant, qui disait que la plupart d'entre eux ne permettaient pas à leurs enfants d'utiliser les réseaux sociaux, c'était marrant. En fait, voilà, un grand PDG de Facebook, je dis c'est mort, il n'aura pas de compte avant. C'est facile quand on sait quand on est le responsable des algorithmes et qu'on a surtout les moyens de leur faire lire autre chose. Tout à fait. Ouais, en plus. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? Je plonge dans la pop culture, peut-être pas à un niveau trop geek, mais ouais, j'ai cité Nathan Hill tout à l'heure pour le roman que je suis en train de lire. Je crois que je vais revenir vers son premier roman qui s'appelle Les fantômes du vieux pays, qui est une très bonne grosse brique de roman qui parle des soucis de 3 générations. Ça fait un peu roman social, chiant, donc il y a un côté assez chouette là-dessus, qui montre vraiment les désillusions de 3 époques différentes. C'est un très chouette, peut-être pas le temps de raconter le synopsis, mais je vous conseille fortement à tous celles et ceux qui aiment lire. Sinon le jeu vidéo gris, à nous penser, qui peut permettre de voir autre chose que simplement des jeux bourrins qui doivent tuer. Voilà, un beau jeu, une belle allégorie de la dépression. Mais au sens poétique et joli, hein, c'est pas un jeu qui nous tourne, c'est un chouette jeu assez calme et lent, où on joue une héroïne dans un monde coloré, plein de sons, qui soudainement perd tout ça, n'est plus dans du noir et blanc, et doit regagner progressivement les couleurs pour ramener un peu de vie dans tout ça. Merci Jory pour ce superbe épisode. Je ne peux pas terminer l'émission sans remercier toutes les personnes qui sont derrière un petit peu. Déjà merci au Lulu, Aurélien pour nous donner cet espace incroyable. Merci à Partenamut pour leur confiance. C'est eux qui nous sponsorisent un petit peu sur cette 4e saison. Et merci évidemment à toute l'équipe sur le dos. On est nombreux, mais il y a Yora, Colin, Naïs, Daniel, Raphaël, Diego. Qui s'occupe un petit peu derrière de l'écriture, de la réalisation, du mixage, de tout ce qui se passe en post et en pré-production. Si vous n'en avez pas eu assez, allez checker
Il est à peu près sérieux, Léa Studio sur la chaîne YouTube Aubin Zagras, sur les réseaux sociaux, sur Insta, Spotify. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, ou presque. On a un petit souci technique là maintenant, sur Spotify précisément, mais ça va vite revenir. Et puis, merci au public, on peut s'applaudir les amis. On se retrouve bientôt pour les prochains épisodes. Il y en a encore 2 cette saison-ci qui se passeront, non pas ici, mais au coin culture de l'ULP. Et donc voilà, très bientôt les amis, à bientôt. Au revoir.